Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent, qui vous intéressent et qui parlent de l'Ile-de-France. Faut-il installer des caméras dans les écoles pour protéger les enfants à Paris ? La question divise. En toile de fond, cette crise profonde que vous connaissez du périscolaire, marquée par une libération de la parole et des chiffres alarmants. Depuis le début de l'année, 78 animateurs ont été suspendus, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles. Face à cette situation, la droite parisienne, emmenée par le groupe de Rachida Dati, propose d'équiper les 620 écoles de la capitale de caméras de vidéosurveillance, y compris à l'intérieur des établissements. Une mesure présentée comme dissuasive et rassurante pour les parents, mais qui soulève un certain nombre de questions juridiques, éthique et pratique. L'égalité du dispositif, respect de la vie privée des enfants. On va essayer de comprendre comment ça pourrait se mettre en place et l'intérêt d'une telle mesure. En culture, l'œuvre de Tolstoï, Le bonheur conjugal, revient sur les planches au théâtre de Poche-Montparnasse et explore les pérégrinations d'une jeune femme confrontée à la vie conjugale. Vous allez voir, c'est délicieux. En consommation, un œil sur les prix à la pompe et les conséquences du conflit en Iran. Ça sera avec Grégory Carré en fin d'émission. Protéger les enfants à tout prix, quitte à filmer les écoles. C'est la proposition portée ce mardi au Conseil de Paris par la droite parisienne, après une série de révélations que vous connaissez sur des violences importantes dans le périscolaire. Installer des caméras dans les établissements scolaires, y compris dans certains lieux sensibles. C'est une idée choc, présentée comme un rempart contre ces abus et jugée pour certains illégale ou inefficace. Jusqu'où peut-on aller au nom de la protection de nos enfants ? A-t-on encore le choix ? On en discute justement avec nos invités du jour. Inès de Ragnel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseillère LR de Paris 15 et membre du groupe Paris Liberté. En face de vous, Gabrielle Cluzel, vous êtes journaliste, spécialiste de ces questions. Et Elisabeth va nous rejoindre. Elle est cofondatrice de SOS Périscolaire. Vous le savez, c'est cette association qui est très active sur le sujet. Inès de Ragnel, vous avez défendu aujourd'hui au Conseil de Paris cette proposition. Comment est-ce qu'elle a été reçue ? Un peu mieux que prévu, je crois. On n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse pour l'instant du maire de Paris. Je pense qu'il a été un peu décontenancé aussi parce que c'est une proposition nouvelle. On ne l'a pas mis sur la table au préalable. Il s'attendait peut-être à ce qu'on fasse nos vieilles rengaines, qu'on arrive toujours avec les mêmes propositions. Nous, on a vraiment décidé au lendemain de notre échec au municipal de continuer à travailler sur ce sujet-là, continuer à être aux côtés des familles des victimes, mais aussi des familles qui sont engagées pour ce combat-là. Et on travaille avec eux et cette proposition, elle est née, c'est le fruit du travail avec les parents. Pourquoi maintenant ? Parce qu'on n'a plus le choix ? Parce que ce qui s'est passé est trop grave, il y a eu trop d'abus, il y a eu trop d'erreurs commises ? Parce qu'en fait, il faut un faisceau de propositions, un faisceau de solutions. C'est pas les caméras ou rien, c'est les caméras en plus du reste des propositions. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai présenté les 5 axes de solutions qu'on avait, plus les 2 nouvelles propositions qui sont l'équipe de psychologues et ces caméras à l'intérieur des écoles. Ça existe dans d'autres pays, ça fonctionne très bien, on a eu de très bons retours et on s'est dit pourquoi pas lancer au moins une expérimentation, au moins dans les écoles maternelles qui ont été touchées par les drames. Gabrielle Cluzel, de quel œil est-ce que vous regardez cette proposition qui est inédite, qui est assez choc ? C'est vrai qu'elle a été présentée comme une proposition qui fait débat. Écoutez, moi, déjà, je vois que c'est une proposition. Moi, ce qui me paraît fou, absolument fou dans cette affaire, c'est que finalement, passé la campagne des municipales, eh bien, la plupart des médias sont passés à autre chose. Rien n'a été réglé, convenons-en, rien, mis à part quelques déclarations de bonnes intentions, mais finalement, c'est peut-être le jeu de l'actualité, mais néanmoins, c'est un fait. On est passé à autre chose. C'est quand même de nos enfants dont il s'agit. Moi, je pense aux arrondissements plus spécialement incriminés, mais à tout Paris et j'ai envie de dire à toute la France, parce qu'on se rend compte qu'il y a un défaut majeur de prévention, d'insouciance, je dirais, quand il y a ce changement de rythme scolaire avec l'apparition de ce personnel qui finalement était fort peu sélectionné. Eh bien, on ne s'est jamais posé la question de la protection des enfants. Et ça, moi,
moi, c'est quelque chose que je trouve épouvantable. Alors, la question des caméras, oui, j'ai envie de dire, faisons-le si ça peut servir. C'est pas idéal, en tout cas, c'est ça. Parce que ce serait mieux qu'en amont, on soit capable, évidemment, de mieux sélectionner, d'éviter en amont, plutôt que de contrôler en aval. Puis la société du contrôle, c'est jamais souhaitable. Comme disait le philosophe Gustave Thibon, il vaut mieux une société avec des mœurs qu'avec des lois. Mais néanmoins, là, au point où nous en sommes, de fait, ça paraît être une solution d'urgence. Elisabeth, vous êtes représentante de ce collectif SOS Périscolaire. C'est une association que vous avez cofondée. De quel œil est-ce que vous regardez cette proposition? C'est une fausse bonne idée? Alors pour nous, c'est effectivement pas une proposition qu'on soutient avec le collectif SOS Périscolaire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une part, on a fait une petite étude, que ça soit de faisabilité de cette mesure, puisqu'elle a été proposée il y a plusieurs mois déjà, et qu'elle nous a été suggérée notamment par un certain nombre de familles de victimes. Donc forcément, toutes les propositions dont on nous parle, on s'en saisit, on les regarde. Vous les étudiez? Et on les étudie, bien sûr. Ça fait aussi partie de notre rôle, nous, en tant que collectif. Et donc, le nombre de caméras qu'il serait nécessaire pour couvrir l'ensemble des lieux dans lesquels se déroule le périscolaire et des lieux sensibles dans lesquels se sont déroulés les faits d'agression sexuelle et de viol et d'autres agressions, puisque le spectre est très large. On a aussi également des violences physiques et psychologiques sur les enfants. Le nombre de caméras qui seraient nécessaires pour chaque école serait absolument gigantesque. Il faudrait pouvoir, comme on sait que la parole de l'enfant, et notamment chez les petits, met plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années à se libérer, il faudrait pouvoir conserver ces données vidéo pendant un temps tellement grand pour qu'effectivement ça puisse servir, que ça ne nous paraît pas une mesure qui soit faisable, réaliste et réaliste. C'est une question, pardon, mais de logistique et de faisabilité. De logistique, et on a également déjà énormément de mal à obtenir juste un trombinoscope avec des photos des animateurs. Pour des histoires de RGPD, donc de protection des données, on se demande quand même comment on va réussir à avoir l'accord que les animateurs soient filmés. Inès de Ragnel, qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai que c'est pragmatique, les arguments qu'on oppose à cette proposition. Alors l'idée là, tout ça, c'est quand même tout un dispositif qui est encadré par la CNIL. C'est très encadré. Il y a une note d'ailleurs que la CNIL a publiée en septembre dernier, très actuelle, parce qu'un certain nombre de collectivités commencent à se poser les questions. Je crois que j'ai vu une expérimentation en Saône-et-Loire, si je ne dis pas de bêtises. Alors sûrement, dans les couloirs d'un établissement. Sûrement. Alors voilà, l'idée qu'on a ici, il y a deux choses. Il y a filmer les abords d'un établissement. Nous, d'ailleurs, c'est une proposition qu'on avait faite dès le début du mandat précédent. Et dans ce cas-là, on parle de vidéoprotection aux abords. Et il y a un dispositif particulier encadré par la CNIL. Là, il se trouve que la vidéosurveillance à l'intérieur de l'établissement, l'idée, c'est de filmer seulement les accès et les espaces de circulation. Donc, en gros, les couloirs. Et les couloirs qui mènent aux toilettes, aux salles de sieste, etc. L'idée, c'est pas du tout de filmer les salles de classe, la salle des profs. Il n'y a pas le droit. Alors, si, justement, je me suis renseignée auprès de la CNIL qui nous a dit si, c'est possible. On est capable de filmer les cantines, toutes ces zones-là qui sont les zones plus sensibles. Il faut que l'école ait connu des drames particulièrement importants et répétés. C'est le cas dans certains établissements concernés. Ça pourrait très bien être le cas. On n'a pas décidé d'aller jusque-là dès le départ. Nous, on veut proposer la version la plus soft, entre guillemets, de la CNIL. C'est donc de filmer seulement les couloirs et les zones d'accès. Grégory Canal dit que ça sert finalement dans un système préventif, c'est plus dissuasif qu'autre chose. C'est-à-dire que les animateurs, le personnel qui encadre, se sait filmer et donc fait plus attention. Oui, moi je pense que peut-être que l'aspect le plus intéressant, c'est sans doute l'aspect dissuasif. Parce qu'on comprend ce qu'explique Elisabeth aussi au niveau de la conservation des données et de leur utilisation. Ça peut s'entendre, mais j'ai envie de dire que tout a une solution s'agissant de la matière extrêmement grave. Moi, à l'instant T, pour avoir quand même bien suivi tout ce dossier, je ne vois rien de satisfaisant. Voyez, et ce qui m'ennuie dans notre société, c'est que toute mesure de prudence est devenue liberticide, est considérée a priori comme liberticide. Moi, je veux dire, quand il s'agit de nos enfants, je pense que nous pouvons consentir à une forme de perte de liberté, j'ose l'assumer. Voilà, au nom de la sécurité. Au nom de la sécurité des tout petits enfants, parce que c'est d'eux dont il s'agit. Et donc non, c'est pas une mesure qui me paraît absolument infaisable, surtout dans la mesure où elle pourrait être commencer
commencer par être expérimenté dans des écoles plus spécialement visées, puis peut-être étendu. Et en effet, son aspect dissuasif, on le sait aussi d'ailleurs s'agissant de la sécurité des femmes. C'est-à-dire qu'on annonce que certains couloirs, rues, etc. sont filmés et en posant le postulat que les agresseurs potentiels vont pour partie d'entre eux être dissuadés. Voilà. Alors la problématique, c'est aussi des écoles qui sont spécialement visées, parce qu'en réalité, toutes les écoles sont potentiellement à risque. Et on le voit, chaque jour, on a des nouveaux cas dans des nouvelles écoles. Donc en fait, il n'y a pas une école spécifiquement. Il y a quand même eu des établissements, qui ont été particulièrement touchés. Mais à un instant T. Oui, et c'est-à-dire que peut-être que ça ne sera pas dans cette école-là, et je l'espère, et on espère qu'il y en aura de moins en moins, mais que les faits vont se reproduire. C'est pas parce que ça s'est produit une fois dans cette école que c'est cette école spécifiquement qui est visée par les pédocriminels. Donc en fait... Donc vous dites que ça ne règle pas le problème. Non, pour nous, ça ne règle pas le problème. Pour nous, c'est un problème de fond. Le périscolaire, il faut reprendre à zéro et puis il faut recommencer. Mais il faut recommencer sur des bonnes bases, en fait. Et ça ne peut pas être l'une des composantes de la solution ? En fait, c'est aussi que ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est aussi un choix budgétaire. Alors c'est pas notre rôle de réfléchir là-dessus. Néanmoins, c'est quand même, on y pense quand même. L'argent qu'on pourrait allouer à ça peut servir à autre chose. Ça coûte combien, Inès de Raguenel ? Ça coûte, on l'a budgété, moins de 10 millions d'euros. Moins de 10 millions. On estime qu'on mettrait à peu près 2 caméras par école. Il y a 620 écoles. C'est à moins de 10 millions d'euros. Et on les mettrait où, les 2 caméras ? Il y a tellement de couloirs. Il y a 3 étages. La zone d'accès principale au niveau de la porte et le couloir principal qui mène aux toilettes. Mais non, en fait, déjà, il y a des toilettes à plusieurs étages. Le couloir principal, il y a d'abord un hall suivant la manière dont sont construites les écoles. Je suis désolée, pour moi, ça n'a pas de sens. Suivant la configuration des écoles qu'on connaît, 2 caméras, ça suffirait pas du tout. Il y a une entrée. Je vous donne un exemple parce que la maman en question m'a autorisée à en parler. Et c'est avec elle, d'ailleurs, en partie, que j'ai travaillé ce sujet-là. La maman de la victime à l'école volontaire dans le 15e. Son fils a été au périscolaire le 16 janvier, il me semble que c'était au mois de janvier, le 16 janvier. Le 17, à partir du 17, il commence ses colères, à ne pas vouloir y aller, tous les symptômes classiques, vous connaissez, par cœur, de l'enfant qui a subi quelque chose. Elle ne s'en rend pas compte sur le moment, elle ne le comprend pas, etc. Son enfant, depuis, a été vu par la brigade de protection des mineurs, l'enquête est en cours, et on lui dit le 16, quand est-ce que l'animateur a quitté cette école ? Tout le monde se pose la question. Personne n'est capable de le dire, et la directrice de l'école lui dit « Mais moi, je ne sais pas, le périscolaire, ce n'est pas de ma compétence. » Vous le savez, on en a parlé souvent ici. L'école, elle est bicéphale. Le périscolaire, la directrice d'école ne le regarde pas. Et donc, l'animateur, on ne sait pas quelle heure il est parti ce jour-là. On ne sait pas si à l'heure où l'enfant dit avoir été dans la chambre, en tout cas de cet animateur, dans cette pièce avec cet animateur, on ne sait pas si c'est vrai. Il n'y a pas de preuve. Et donc, c'est difficile d'appuyer ensuite la position de l'enfant, de le défendre correctement et de faire remonter. On sait qu'une grande partie du problème, c'est que les plaintes aillent suffisamment loin pour être suivies des faits. Oui, tout à fait. Après, par exemple, pour avoir les horaires d'entrée et de sortie, normalement, il est obligatoire de signer un registre. Je sais, puisque moi-même, je me suis fait embaucher en tant qu'animatrice vacataire pour tester, pour voir sur le terrain. Donc, je sais comment ça se passe dans les faits. Le terrain ça donne, c'est le bazar dont on entend parler. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de BAFA, je me suis fait embaucher comme ça, j'ai expérimenté chaque jour des écoles différentes. On m'a dit, OK, vas-y, prends un groupe. Heureusement que j'avais quand même dans l'idée d'avoir préparé des trucs, histoire de pas arriver d'être complètement démunis. Néanmoins, on m'a jeté dans le grand bain. Voilà. Mais bon. Est-ce que c'était difficile ? Bien sûr que c'est difficile. C'est pas, voilà, moi, j'ai pas été formée à m'occuper d'un groupe de 40 enfants. Bien sûr que c'est difficile. Non, mais parce qu'on dit tout le temps, enfin, on pointe beaucoup du doigt en ce moment, et c'est normal, les animateurs du périscolaire, parce qu'il y a eu des drames absolus, mais c'est important aussi de rappeler que c'est un métier qui est exigeant, qui est difficile. C'est un métier, et qu'il y en a qui le font formidable. Oui, voilà, c'est un métier. C'est un métier. Et on le dit pas assez. Et en fait, on a mis depuis des années les animateurs dans une situation d'échec, même pour eux. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas des conditions, on leur a pas donné des conditions. Là, on parle évidemment pas des agresseurs, on parle de ceux qui essayent de faire leur métier correctement. Et il y en a plein des super bons animateurs qui essayent. Et nous, on reçoit aussi des coups de téléphone d'animateurs qui sont complètement désespérés de leurs conditions de travail. Et on les soutient également. Voilà. Gabrielle Cluzel. Non, mais une mesure conservatoire pourrait quand même être de revenir, moi, pardon de mettre les pieds dans le plat, mais sur ces rythmes scolaires et sur ce périscolaire qui, finalement, est la source de tous les soucis, parce que toutes les positions de vous, madame, sont toutes audibles. C'est vrai que vous avez raison, c'est pas une solution d'être dans le contrôle absolu et permanent, parce qu'il y a toujours un angle de la caméra qui sera qui ne sera pas pris.
vous que c'est pas avez une méthode raison de infaillible. dire qu'il y a à court terme, il faut bien faire quelque chose. Et donc, faisons ça, même si c'est pas parfait, parce que si on attend la solution parfaite, vous dites il faudrait des crédits, bah oui, mais tout ça, c'est une affaire d'arbitrage. Convenons, mais même si c'est un autre sujet, qu'il y a un certain nombre d'associations qui bénéficient de subventions, etc. Enfin, voilà, il y a des arbitrages dans les budgets de la mairie qui pourraient être faits. Donc, pourquoi pas les consacrer à cela. Et puis, c'est un peu comme les portiques dans les lycées. Pardon, moi, j'ai des enfants aussi plus grands. Et on peut se dire, mais c'est odieux de mettre un portique dans un lycée, c'est du contrôle. Oui, mais néanmoins, quand on a un problème de violence et qu'on ne l'a pas traité en amont depuis des années, il y a toujours cette solution-là. Mais puisque c'est le périscolaire et ces changements de rythme qui sont à la source du problème, qui font qu'il y a un recrutement sans l'ombre de prudence, pardon, j'ai l'impression que ce mot, il ne fait plus partie du vocabulaire. Vous voyez, c'est quand on parle de prudence, on a déjà dit discrimination, vous voyez, pour ainsi dire. Donc, comme la prudence a disparu, on a recruté un personnel de fait pour lequel c'est difficile, mais qui pour partie est instable, comme il s'agit en plus de remplir des trous. Oui, forcément, des emplois du temps compliqués. Morcelés, ouais. Oui, c'est des gens. Donc typiquement, ça fait venir un certain nombre potentiellement d'individus, instables, fragiles, voire de gens nettement mal intentionnés. Hein. Donc revenons là-dessus, ayons l'intelligence peut-être de revenir là-dessus. Prenons le problème en amont et la solution est peut-être là aussi. Moi, j'ai vu personne se mettre les pieds dans le plat. Alors, en ce qui concerne les rythmes scolaires, je crois que d'ailleurs ça va être en débat sur la convention dite citoyenne. Je crois que vous êtes d'accord, non ça fait des années que je pense que le Conseil de Paris refusé à chaque fois par la mairie. Néanmoins, effectivement, nous, en tout cas le collectif se positionne, n'a jamais dit c'est la solution absolue, puisqu'on voit que en région, en fait, il y a plein de communes qui sont revenues à la semaine de 4 jours, et nous, on a presque 550 témoignages sur l'ensemble du territoire national. Donc en fait, c'est-à-dire que ça n'est pas une solution qui va tout régler du jour au lendemain. Il y a un travail de fond à faire sur la formation des personnels, sur le recrutement et sur les contrôles, etc. Il y a énormément de verticales qu'il va falloir travailler. Tout à fait. Mais bien sûr, on peut se dire aussi qu'il y aura moins de besoins, et donc on pourra sélectionner beaucoup plus les personnels. Ça, c'est une évidence. Une question qu'on se pose tous quand on dit refondre ce système du périscolaire. Qu'est-ce qu'on fait des enfants à 16h30 ? Ils vont quand même aller au périscolaire le soir. Ils vont quand même y aller le matin. Ils vont quand même y aller le mercredi. Oui, alors c'est notre deuxième axe. Le premier étant donc le changement des rythmes scolaires, repasser à la semaine de 4 jours. L'idée que nous, on a, c'est qu'à partir de 16h30, on réinstaure les études dirigées qui sont menées... C'est quoi, c'est de l'aide aux devoirs ? C'est de l'aide aux devoirs, okay. Exactement. Il y a 12 ans, ça existait à la ville de Paris, ça existe dans l'enseignement privé sous contrat, ça existe dans d'autres collectivités. Et que font les petits, les maternelles par exemple ? Attendez, études dirigées avec des enseignants sur la base du volontariat, ça fait un complément de salaire en plus. Et honnêtement, je pense que c'est une mesure que la gauche pourrait entendre très bien, puisque c'est de l'égalité sociale aussi. C'est des enfants qui n'ont pas les capacités aussi de faire les devoirs à la maison, quand il y en a. La deuxième chose qu'on propose pour les écoles maternelles, soit ce temps un peu, ce qu'on appelle études dirigées, mais dans ce cas-là, ça serait un petit temps de lecture, un temps un peu de qualité de ce style-là avec les maternelles, soit remettre un petit peu les ATSEM, les assistantes maternelles, au cœur du dispositif à partir de 16h30. En fait, moi, je cherche toutes les solutions qui permettent d'avoir besoin de moins d'animateurs dans les écoles et de féminiser ce personnel-là. En fait, voilà, moi, c'est ça mes deux obsessions. Cette aide aux devoirs, mais je me pose la question des ATSEM, elles sont déjà complètement overbookées. On décrit des journées infernales avec à peine 15 minutes de pause pour manger. Est-ce que c'est viable ? Écoutez, moi j'en avais parlé aux syndicats d'ATSEM avant le second tour des élections, qui ont des revendications, qui sont catégorisées, qui rêveraient de passer catégorie B, et je leur avais dit, mais voilà, ça peut être une manière de le faire. Vous pourriez être catégorie B et vous assurez ce temps le soir. Qu'en dites-vous ? Il m'avait dit, mais bien sûr, on y va direct. Donc c'est encore une fois une question de réorganisation, il faut tout repenser. En fait, tous ces personnels-là qui sont sur le temps scolaire et extrascolaire, ce qu'ils veulent, c'est de la revalorisation, avoir un meilleur statut, une meilleure rémunération. On le comprend très très bien. On peut proposer une autre organisation scolaire dans la semaine. Et dans ce cas-là, moi, les estimations que j'ai faites, notamment avec le syndicat CFDT, c'est qu'on est aujourd'hui à un besoin de 14 000 animateurs sur le terrain. Et encore, on ne respecte pas les taux d'encadrement. Donc, à mon avis, il aurait été nécessaire d'en avoir plus. On pourrait éventuellement penser qu'on serait entre 8 et 10 000 animateurs demain en changeant les rythmes scolaires. Donc, vous pouvez ne plus avoir ces 5 000 vacataires en trop. Voilà. Et qui sont dans une... Et donc être aussi plus sélectif sur la question du recrutement Bien et sûr. mener des formations et des sélections plus rapprochées.
Oui, non, moi simplement, je voulais me faire le porte-voix d'un certain nombre de familles, de mères de famille que j'ai eu du reste récemment au téléphone et qui me disaient regardez ça avec, quand je dis des yeux ronds, c'est un euphémisme, sachant que on a depuis la loi de 2019, puis la loi de 2021, enfin 2019 qui a rendu l'école obligatoire à partir de 3 ans, puis celle de 2021 qui a supprimé la possibilité de l'instruction à la maison. On a expliquer aux familles que finalement, les enfants étaient mieux à l'école, tout petits. Et puis aujourd'hui, elles découvrent cela. Non, mais il faut se rendre compte de ceci. Or, pourquoi j'en parle? Parce que vous parliez des tout petits. Aujourd'hui, par exemple, ce qui se pratiquait couramment il y a quelques années, garder un petit de 3 ans à la maison parce qu'il fait la sieste et qu'après, il sera gardé par ses grands-parents ou pas, ben, c'est compliqué aujourd'hui parce que on considère qu'à partir de 3 ans, il doit être à l'école. Voilà. Donc, des solutions, c'est plus compliqué parfois de trouver quelqu'un pour de 16h à 18h que de se dire, par exemple pour des grands-parents... J'ai une vraie solution de garde. Voilà, ou je parle des grands-parents, mais ça peut être autre chose. Oui. Ce jour-là, je le garde à la maison. Et c'est plus facile que encore une fois, trouver une solution de garde pour de 16 à 18h, parfois. Et donc je me dis qu'on a enlevé une liberté aux familles pour une solution qui parfois peut se révéler absolument effrayante. Finalement, on leur a dit l'école va mieux s'occuper de vous que vos enfants, je caricature, et pour se retrouver face à cela, je pense qu'il y aurait de quoi reposer la question d'une certaine souplesse pour les tout-petits. Elisabeth, une réaction par rapport à ça et puis aussi par rapport au témoignage que vous avez, vous aussi, des parents. Qu'est-ce qu'ils estiment le plus urgent ? Ce que les familles estiment le plus urgent, c'est d'être sûr que leur enfant est en sécurité. Est-ce que ça, on peut leur garantir aujourd'hui ? Pas encore. Voilà. Pour nous, pas encore. Et même avec toute la bonne volonté du monde. Si, mais la bonne volonté, même si elle est mise aujourd'hui, elle va mettre du temps à se réguler, à se mettre en œuvre. Donc là, c'est pour ça que nous, on va suivre aussi de très près toutes les annonces qui ont été faites et tout ce qui a été voté ce matin notamment. Je crois que c'est vraiment, aujourd'hui, les familles, elles ont perdu confiance dans le système périscolaire. Et là, il va falloir regagner leur confiance, mais regagner leur confiance par des faits et en montrant patte blanche et en prouvant qu'effectivement, l'espace est maintenant sécurisé. Mais l'espace, aujourd'hui, il ne l'est pas. Il va l'être au fur et à mesure. Voilà. Et là, il faut attendre ce fur et à mesure, en fait. Vous avez été reçu, par le maire de Paris. Les discussions, en tout cas, ce qu'on vous a dit, les intentions sont là. Derrière, en effet, il n'y a pas d'effet concret pour le moment. En fait, on nous parle aussi beaucoup de formation. Nous on axe beaucoup aussi nos demandes sur de la formation, sur des formations diplômantes d'État, comme le BPGEPS ou des formations qui outillent les personnels avec des compétences métiers et qui leur permettent effectivement de s'occuper des enfants. La problématique, c'est former, oui, mais former qui ? On a aussi un manque de candidats aujourd'hui sur ces métiers-là qui sont très précaires. Il y a une vraie crise, c'est très précaire, c'est très difficile d'en vivre, ce qui n'est pas normal puisqu'on demande quand même à des gens de s'occuper de nos enfants. C'est pas normal qu'ils soient obligés de composer pour pouvoir vivre de ce métier-là. Aujourd'hui, c'est un métier qui est déconsidéré, donc il faut en faire quelque chose pour qu'il redevienne attractif et qu'il attire les bonnes personnes. Et il va falloir investir également pour pouvoir les former. Il va falloir également que l'ensemble des communes, on travaille au niveau national encore une fois, que l'ensemble des communes décident de mettre de l'argent aussi dans la formation également des personnels qui sont présents depuis longtemps, de ce qu'on appellerait de l'ancienne génération, qui est en place et qui n'a pas suivi les formations qui vont être mises en place là à partir de maintenant. Vous souhaitiez réagir, Gabrielle Cluzel ? Non, je me demandais si vous aviez l'impression, vous, madame, que le problème avait été pris à bras-le-corps. Moi, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Une fois les mots, une fois dit, nos enfants, c'est la priorité des priorités. J'ai pas cette impression-là, mais je peux me tromper. Et je suis assez surprise de constater que finalement, ça ne fait pas tant de bruit que ça, ou pas autant que ça devrait. Alors nous, notre collectif, il existe depuis 2021. Donc on a vu entre 2021 et 2025 une inaction totale, donc avec Patrick Bloch, qui était l'adjoint de Madame Hidalgo, qui était notre interlocuteur jusqu'à la nomination d'un secrétaire général adjoint, Xavier Villaume, au mois de novembre. Et tout a changé en novembre, on va quand même se le dire. C'est-à-dire qu'on avait enfin un interlocuteur réel. Oui. Et ça change tout. Et on a quand même commencé à travailler dès le mois de novembre avec Xavier Villaume, plutôt sur de la gestion de crise, puisqu'on a eu l'affaire Saint-Dominique suite à la diffusion du Cache Investigation, où il y a eu beaucoup plus de révélations que ce qu'on a vu sur France 2, malheureusement, avec beaucoup de victimes. Et donc on a
accompagner les familles de ces différentes écoles dans cette découverte et cette gestion de crise, y compris la ville de Paris. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu des nouvelles annonces. Nous, on suit de très près toutes ces annonces. On continue et on va continuer. On nous a assuré qu'on allait continuer ensemble à travailler avec la ville de Paris. On a minimum une réunion par mois quand même avec la ville de Paris. On va aussi sur le terrain. On assiste aux formations qui sont organisées par la ville de Paris et on fait des retours. Après, de toute façon, on suit de très près. Si ça ne marche pas, si on voit que ça n'avance pas, eh ben, de toute façon, on sera toujours là. Ce qu'on comprend aussi, c'est que malgré la volonté politique qui peut exister, on voit vous parlez d'une réunion par mois. Moi, ce qui me choque tout de suite, c'est que, vous l'avez dit, il y a une urgence totale. On parle de nos enfants, on décrit des situations extrêmement graves, extrêmement effrayantes pour les parents, et on parle d'une réunion par mois. Alors évidemment, c'est mieux que rien. Vous avez un interlocuteur, vous pouvez discuter. On a une réunion officielle par mois à l'hôtel de ville, et en fait, après, on s'écrit à peu près tous les jours. Hein. D'accord. Ça me rassure, parce qu'on parle quand même de quelque avec chose le secrétaire général adjoint, on se parle X fois par jour. Et à chaque fois qu'on a une famille qui nous fait une remontée, vous le faites remonter directement. On le fait remonter directement. On bypass toute la chaîne parce qu'on a vu que la chaîne ne fonctionnait pas. La chaîne ne fonctionne pas. Ça, vous nous le dites à chaque fois. Donc on bypass la chaîne. On a pris cette décision-là parce qu'on voyait que ça ne marchait pas. Et donc on a dit ça suffit. S'il y a un signalement, surtout pour des violences graves, eh ben on bypass toute la chaîne. On va directement à la personne qui va pouvoir faire une suspension, organiser une suspension et au moins ça immédiate. Avance. Et au moins ça avance et on s'en assure. Mais pardon, mais il y a quand même un sujet. Quand on dit qu'on est obligé de bypasser toute la chaîne pour que ça fonctionne et avoir un interlocuteur en face, et que juste toute cette chaîne-là, elle reste en place, qu'elle est là depuis des années et que c'est exactement la même qui est aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même se poser des questions mais on espère sur que, la compétence, la responsabilité de tous ces gens qui ont... Et puis l'inefficacité et l'inaction totale, oui. Oui, souvent de l'incompétence. Je veux dire, je ne vais pas donner de nom, mais enfin, il y a quand même des gens qui... quelques-uns aussi. Mais qui ne savent pas gérer, des gens qui ont été discrètement éloignés de leur poste depuis quelques mois, depuis quelques semaines, depuis que le scandale a éclaté, notamment dans le 11e. Moi, et c'est la raison pour laquelle je sais que je vous l'ai déjà dit ici, je souhaite réellement qu'on fasse cette mission d'information et d'évaluation qu'on a demandé à Emmanuel Grégoire, et j'ai réitéré ma demande ce matin. Est-ce qu'il y est favorable ? Alors, il nous a dit cash qu'il était opposé, mais il se trouve que c'est obligatoire de nous la donner à partir du moment où on a un nombre de signatures précis dans l'hémicycle d'un nombre d'élus précis. Vous pensez que vous allez réussir à l'atteindre ? Ah, mais on l'a. Il est censé nous donner cette MIE, c'est ça qui est extraordinaire. Il nous dit qu'il est opposé, mais démocratiquement, on a le droit à la construction de cette MIE dans les prochaines semaines. Donc, moi, je comprends votre colère et je sais que vous êtes très impliqué personnellement sur ces sujets, mais on a quand même l'impression, et d'ailleurs c'est ce que la presse relate aujourd'hui, que la méthode Grégoire est en marche et que plutôt qu'une altercation avec une opposition systématique, il y a plutôt cette politique de la main tendue. Ce que j'ai compris, c'est qu'on ne vous a pas vraiment dit non à cette proposition sur les caméras de vidéosurveillance. On a dit oui, on verra, on n'est pas tout à fait convaincus, mais pourquoi pas. Et que globalement, c'est un petit peu le ton. Globalement, on prend les idées, on va les étudier et puis on verra. C'est un peu... Est-ce que c'est vrai ? Oui, alors je ne l'ai pas trouvé spécialement cordial ce matin. Il se trouve que la seule personne à qui il est répondu ce matin dans toutes les interventions, c'est moi. Donc je sais pas, je l'ai peut-être un peu énervé à un moment ou à un autre. Ce que je pense juste, c'est qu'il ne faut pas oublier le passé non plus quand même. Bien sûr. Je ne veux pas qu'on fasse comme si on faisait table rase, parce que ce n'est pas une nouvelle équipe, c'est les mêmes personnes. Chez les élus et dans l'administration, des deux côtés. Deuxième chose qui est sûre, c'est que moi j'ai dit dès le début du mandat avec nos deux présidents de groupe, on est dans une opposition constructive. Moi mon but sur ce sujet, c'est qu'il n'y ait plus de familles de victimes, plus d'enfants victimes. Mais c'est pas d'embêter le nouveau maire de Paris et son équipe. Si j'arrive ce matin avec deux nouvelles propositions, on aime ou on n'aime pas, elles complètent d'autres dispositifs. L'idée pour moi c'est d'avancer. Voilà, c'est pas juste d'être dans une opposition stérile, à dire non, on rejette tout. Voilà. Qu'est-ce que ça dit de notre lien à l'enfance et de la manière dont notre société gère la petite enfance et l'enfance, ces débats, ces discussions et ce scandale du périscolaire ? Je crois que ce qui nous arrive est assez effrayant, tant par les faits que par une forme d'inertie. Et je le répète, parce que idéalement, nous aurions dû voir toute la société vent debout. Et donc, vous l'avez dit, ça ne touche pas que Paris. Vous avez des retours ailleurs en province. Donc, on se rend compte que c'est un peu du bricolage. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais qu'il n'y a pas de prise en compte nationale. Il devrait y avoir tous les maires de France réunis
et pour dire plus jamais ça. C'est notre avenir qui est en jeu, enfin, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et ça, on ne le voit pas. On est quand même dans la politique, pour le moment, de la patate chaude et de la passe à l'aile. Et ça a quelque chose de profondément choquant. Je me souviens, ça date il y a longtemps, ça parlait du scolaire. Ségolène Royal, avant qu'elle fasse sa circulaire sur la pédophilie dans les écoles, hein, ça je ne parle pas du périscolaire, mais c'était en 2011, elle avait dit avant c'était la politique de la patate chaude, on déplaçait. Bon, finalement, on se rend compte que les leçons du scolaire n'ont pas suivi pour les périscolaires. C'est la même matière. Et puis c'est des tout petits, c'est encore pire, je dirais, qu'au collège. Enfin bon, je ne sais pas si on peut faire des hiérarchies dans l'horreur, mais parce qu'ils sont vraiment les plus démunis des démunis. Extrêmement vulnérables. Voilà, donc on dit qu'en plus, pour revenir à Paris, qu'on a une ville qui se vide de ses familles, de ses enfants, ce genre de scandale, ça la videra encore plus que le prix de l'immobilier, hein, ça c'est sûr. Une dernière réaction, Elisabeth, vous l'avez dit, vous allez suivre de près les discussions que vous avez avec la mairie de Paris et les personnes avec lesquelles vous échangez au quotidien, avec les familles évidemment. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous nous souhaitez pour la rentrée ? Alors, je nous souhaite qu'effectivement, des mesures soient réellement prises pour accompagner les familles. On a rendez-vous, nous, dans 15 jours à Matignon. On travaille maintenant avec l'État également. Vous parliez des maires de France. On a rencontré l'Association des maires de France et on entame un travail également pour pouvoir... Alors, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, hein, l'Association des maires de France. Néanmoins, ils peuvent envoyer à l'ensemble des maires de France des consignes, des conseils, des livrets, des choses qui peuvent les aider. Nous, on espère vraiment un soutien de l'État. Qui va derrière infuser auprès de l'ensemble des municipalités, et y compris Paris. Et on souhaite, si on rêve une liste du Père Noël, que Paris puisse servir de ville pilote pour l'ensemble des villes de France. On suivra évidemment ce sujet et on aura le plaisir de vous réinviter pour en discuter à la sortie de cette réunion. Merci beaucoup à toutes les trois pour ces discussions ô combien importantes, et on passe tout de suite à l'entretien culture. Certaines œuvres, bien qu'issues du 19e siècle, conservent l'éclat d'une modernité absolument intemporelle. C'est le cas de l'œuvre de Léon Tolstoï, Le bonheur conjugal, revisité avec délicatesse et finesse sur la scène parisienne. Cette fantaisie intime, portée avec sensibilité par Anne Richard et accompagnée au piano par Nicolas Chevreau, explore le voyage émotionnel d'une jeune femme confrontée aux promesses et aux paradoxes de l'amour conjugal. À travers la mise en scène subtile de Françoise Petit, le spectacle interroge ce qui fait la substance de toute relation humaine, l'écart entre le rêve d'un bonheur partagé et l'épreuve, souvent plus nuancée du quotidien. On en parle avec elles deux. Merci beaucoup, mesdames, d'être en plateau avec nous aujourd'hui pour en parler. Ce spectacle, il redonne vie à une œuvre qui est relativement peu connue de Léon Tolstoï. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce texte, à travailler dans cette entreprise et à vivre ce bonheur conjugal de Léon Tolstoï plutôt qu'un autre ? Alors, c'est la surprise de découvrir ce texte qui est très peu connu et qui, effectivement, part très, très fort dans l'exaltation amoureuse et avec une espèce effectivement, de déconvenue après qui m'a... Un peu dans les montagnes russes des émotions. Qui m'a complètement surprise quand je l'ai lu, parce que, si vous voulez, c'est vrai qu'on part, je vous dis encore une fois, dans une exaltation, et après, il y a cette espèce de mélancolie, de déconvenue, de nostalgie de la fin. Voilà, ça m'a beaucoup surprise. C'est une sorte de dissection de l'illusion amoureuse, finalement. Moi, je dirais que c'est une dissection du couple. Du couple. Pas seulement l'illusion amoureuse. Moi, je me suis reconnue à ces moments où on tombe complètement amoureuse et que tout d'un coup, tout est beau, tout est magnifique. Et puis tout d'un coup, l'habitude, l'ennui s'instaure, qui va faire que peut-être, dans notre époque d'aujourd'hui, on se sépare. Et dans l'époque de Tolstoï, eh bien, on essaye de tenir et on découvre une autre forme d'amour. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce texte, quand Françoise me l'a proposé, c'est d'abord l'écriture de Tolstoï et c'est aussi son amour de la nature. Il y a quelque chose, des descriptions absolument extraordinaires. Ces descriptions tout en subtilité, non seulement de la nature, mais aussi du sentiment amoureux et du sentiment en général. Vous parlez de subtilité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de délicatesse, il y a cette vibration des sentiments et puis il y a ce côté intemporel que je trouve assez génial. Vous parlez de ces deux époques qu'on confronte forcément, c'est une question qu'on se pose naturellement et en même temps il y a une précision psychologique que je trouve hyper moderne. Ah oui, ça c'est, il arrive si vous voulez, à disséquer toutes les émotions donc de l'héroïne, de son héroïne Macha, qui passe par tous les sentiments et comme Diane, qui est couplée avec une exaltation de la nature aussi, et de la musique. Génial. Et de la musique. Donc, il y a beaucoup il mêle les trois choses. Il mêle la musique qui va
comment dire, supporter, magnifier le sentiment amoureux, et la nature qui est vraiment où ils sont perdus dans les émotions de la nature. Ça, c'est très très beau chez Tolstoï, ça. Ce qui est intéressant d'un point de vue du jeu, c'est que la pièce, elle repose en grande partie sur une parole intérieure, celle de Masha, que vous interprétez avec brio sur scène. Comment est-ce qu'on travaille cette dimension hyper introspective? Est-ce que c'est de la confession? Est-ce que c'est une confidence? Est-ce que c'est une sorte d'espace mental? Moi, je sais que des fois, je parle toute seule chez moi. Je suis en train de faire un truc et je me parle et j'extériorise. Et on a un peu le sentiment d'être un peu au milieu de tout ça. C'est assez génial à jouer. C'est très juste, votre analyse, c'est exactement ça. Je n'aurais pas mieux dit. C'est vrai que c'est un mélange de ce qu'elle ressent elle à l'intérieur et qu'elle essaye de partager en fait comme si elle se confiait à une amie en fait et qu'elle va. C'est une confession, c'est comment arriver à faire traverser ça au public aussi. C'est un peu ce mélange de tout ça et en même temps c'est merveilleux parce que c'est une manière aussi de revivre toutes ces émotions là de l'intérieur et évidemment alors il y a Masha mais il y a aussi Serge Mikhailovitch que j'interprète aussi et j'aime aussi beaucoup ce personnage masculin avec son vécu, avec sa peur d'aimer quelqu'un d'un peu plus jeune que lui. C'est merveilleux de pouvoir traverser cette, je dirais presque cette épopée amoureuse. Oui, ces deux partitions extrêmement riches et très intéressantes. Anne Richard, comment est-ce que vous avez apprivoisé et appris à aimer ce personnage de Masha? Moi, je trouve qu'elle est géniale parce qu'elle est très fragile et en même temps, elle est ultra lucide. Oui, sur l'amour. C'est génial. Oui. Elle est lucide, mais elle passe d'abord par la passion. Une passion qui est venue déjà par l'ennui aussi, d'une campagne complètement éloignée. Elle s'ennuie. Puis quand arrive ce Serge Mikhailovitch qui est plus âgé qu'elle. Là, elle ne s'ennuie plus du tout. Elle s'ennuie plus du tout. Si vous voulez, elle prend tout ce qu'elle peut, etc. Et puis finalement, elle va presque le forcer, lui, à l'aimer. Il n'ose pas parce qu'il est plus âgé qu'elle et il dit c'est impossible. Et finalement, effectivement, dans sa passion, elle va l'entraîner dans l'amour et après dans le pire. Voilà, Je vous ai appelée Anne. Anne Richard, pardon, Françoise Petit, je m'en mêle les pinceaux. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on passe par toutes les étapes de l'amour, et vous l'avez dit très justement, l'ivresse, l'attente, puis une sorte de désillusion silencieuse. C'est un parcours qui est assez familier, qui est assez universel. J'imagine que vous touchez forcément dans la salle beaucoup de couples. Est-ce que le but, c'est qu'on se projette dans cette histoire sur scène et qu'on se l'approprie ? Comment est-ce que vous le voyez toutes les deux ? Ce qui est merveilleux, c'est quand le public vient nous dire qu'ils se sont reconnus. Moi, j'ai certains amis ou spectateurs qui sont là, certains sont en larmes en sortant, d'autres sont complètement touchés et émerveillés. Chacun se reconnaît dans ce couple. Les moments de grande joie, les moments de désespoir, les moments doute, la perte de l'amour. La reconstruction aussi. Les chemins qui se séparent. Donc chacun s'y retrouve en fait. Et je crois que c'est ça qui plaît beaucoup aussi au public. Mais c'est même dur. C'est une fin qui est dure, si vous voulez, qu'on a même essayé un petit peu d'adoucir dans le spectacle, parce que les premières fois, on terminait par Anne qui dit, ben voilà, c'est fini, mais ça va être un autre bonheur plus calme. Et donc, on entendait des gens qui disaient, oh dans la salle, qui était vraiment, voilà, parce que c'est un constat aussi terrible. Donc, on a un peu adouci sur voilà ce qui est maintenant devient le bonheur conjugal. C'est ça le titre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cette réaction un petit peu entre la scène et le public. J'imagine que vous êtes très attentive aussi quand vous êtes sur scène à ce qui se passe dans les yeux du public, dans ses émotions. Vous avez mimé cette sidération à la fin de la pièce. Ça doit être assez impressionnant puisqu'on est dans l'intimité, en fait. Oui, puis je les vois, je leur parle, je vois leurs yeux, je vois quand ils sont attentifs, je ressens leurs émotions parce qu'ils sont vraiment, c'est vraiment un petit espace, le Poche Montparnasse, c'est très merveilleux intime, pour ça. Oui. C'est extrêmement intime. Donc je dirais que je serais presque sur leurs genoux et je peux même m'amuser moi à pouvoir un peu manipuler un peu ça les amener vers un sentiment, vers un peu plus d'émotion. Et ce qui est marrant, c'est parce que Françoise, pour elle, c'est pathétique cette fin, et pour moi, je trouve que c'est très beau parce que quelque part, c'est une autre manière d'aimer. Et j'aime aussi beaucoup ça. C'est une autre manière d'aimer. Et ce que vous disiez au début est très intéressant, c'est qu'à l'époque de Léon Tolstoï, la question de se séparer ne se posait pas tout à fait. Et donc, on réapprenait peut-être à aimer. Aujourd'hui, on a tendance à abandonner
plus facilement. On est dans un siècle de consommation. Oui, oui. Là, c'est vrai que ça explore d'autres réalités de l'amour et ça, c'est hyper intéressant. Mais il faut quand même dire qu'il a réussi Tolstoï dans sa vraie vie. Dans sa vraie vie. À quitter, c'était après s'être posé toutes ces questions sur le couple. Il quitte sa femme à qui il a fait 12 enfants, Sophie Byrne, et il part mourir tout seul dans une petite gare loin en Russie, qui est devenue un lieu de culte, etc. Donc finalement, il réussit, lui, si vous voulez, à mettre son plan de quitter sa femme à exécution. C'est Peut-être terrible. un peu trop tard. Un peu trop tard. Oui, là, c'est vrai que pour cette finalité, on en attendait un peu mieux. La musique, vous l'avez dit, elle occupe une place essentielle dans le spectacle, notamment avec la sonate de Beethoven qui est magnifique. Quelle est la place que vous avez souhaité lui donner dans la mise en scène ? Parce que chez Tolstoï, la musique, c'est une manière de s'exprimer. Ah oui. La musique est capitale chez Tolstoï. Lui-même, il jouait du piano. Il adorait Beethoven, qui était quelques années, 30 ans avant lui. Il connaissait cette sonate et il l'intègre. C'est la sonate connue au clair de lune. Il l'intègre à son roman. Et finalement, c'est elle qui va, si vous voulez, lier les deux personnages. D'abord autour du piano, puisque Masha, l'héroïne, joue ce piano. Il lui dit « jouez-moi ». Et elle va toujours revenir jusqu'à la fin de la pièce, jusqu'à la fin où il lui dit « tu as bien fait de jouer cette sonate, comme c'est bien, etc. » Donc c'est essentiel. Donc elle va courir tout le long du spectacle, la sonate. C'est une sorte de compagnon des émotions ? Absolument. Il y a deux compagnons des émotions, il y a la nature et la musique. Et la musique. Et son Sergueï Mikhailovitch, bien sûr, mais c'est extraordinaire comme il mêle les trois choses, comme il tisse les trois choses, Tolstoï, si vous voulez, dans le récit. C'est un peu les trois personnages principaux. Ah oui, absolument. On vous a souvent confié des rôles de femmes fortes, des rôles de femmes autoritaires. Est-ce que vous êtes heureuse qu'on vous confie un rôle comme celui-ci ? Merci Françoise. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que quand on vous voit là, vous êtes hyper lumineuse, vous êtes hyper souriante, et on vous imagine sur cette corde plus sensible. On se dit que ça a dû être une bénédiction quand on vous l'a proposé. Une bénédiction, c'est le mot. Quand Françoise, et je crois que c'était un des objectifs de Françoise, c'est de m'offrir un rôle différent. C'est vrai que j'en ai tellement fait des personnages d'autorité, des personnages durs, des personnages avec des fonctions très fortes. Vous étiez formidable, mais c'est génial d'explorer autre chose. Ouais, je l'attendais avec impatience parce que c'est pas toujours facile de nous confier des rôles qu'on n'a jamais faits. Pour les metteurs en scène, c'est une crainte de savoir est-ce que... Disons qu'on prend un petit risque. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas si on va savoir le faire. Et voilà, et Françoise m'a offert cette Vous ne regrettez pas une seule seconde. Ah bah non. Anne m'avait dit, on me donne toujours les mêmes rôles, un peu autoritaires, de directrice, etc. Et donc, je venais de lire ça et je lui dis, alors là, voilà, là, il y a l'occasion. Rien à voir. Oui, puisqu'elle joue vraiment une jeune fille de 17 ans. J'avais envie. Et on y croit. J'avais envie de jouer le rôle d'une femme. Parce que j'ai beaucoup joué des rôles de fonction, en fait. Soit un juge, soit un commandant de l'armée, soit une navigatrice. C'est vrai, hein. Oui. Qui était quelque chose avant d'être femme. Oui. Ou quelque chose de plus fort que leur condition de femme. Plus fort que la condition de femme. Donc j'étais à la recherche je suis toujours encore maintenant à la recherche des rôles de femmes. Là, ça vous a donné, j'imagine, beaucoup d'appétit pour des rôles comme celui-ci. Et en même temps, j'adore le jouer lui, puisque je le joue aussi lui. Et j'ai une affinité toute particulière pour Serge Mikhailovitch, parce qu'il a mon âge, il est un peu plus âgé qu'elle. Et donc, j'aime aussi beaucoup l'incarner. L'impression de côtoyer un ami. Oui, et une sensibilité, vraiment. Mais non, mais vraiment, merci Françoise, parce que elle a osé, elle y a cru, elle a toujours pensé que j'étais capable d'aller vers les frémissements d'une jeune fille. Et vous aviez raison. Oui. Et j'ajoute que c'est très théâtral, si vous voulez, parce qu'effectivement, le personnage raconte son histoire en s'adressant au public. Donc ça, on a trouvé tout de suite que, si vous voulez, on n'était pas dans une lecture, on n'était pas dans on est plus que dans un récit, on est vraiment dans une vraie progression théâtrale avec des rebondissements, avec des heurts, des tristesses. Un dernier mot, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui pourraient se sentir un petit peu impressionnés par une œuvre de Tolstoï, qui se disent « Oh non, ça va être trop compliqué, c'est pas le genre de pièce que j'aime aller voir ». C'est une question que je me suis posée. J'ai envie de leur dire, cette écriture est tellement simple,
elle est tellement bien écrite, c'est tellement, je dirais, presque en premier degré de ce C'est pas qu'il une raconte. souffrance, ça se découvre Non, avec au délicatesse contraire, et avec douceur. Moi, j'ai découvert l'écriture de Tolstoï grâce à ça. Il peut être un peu intimidant sur le papier. Eh ben, il ne l'est pas du tout, là. Il arrive à dire des choses avec une telle simplicité. Qu'on se reconnaît immédiatement. Complètement. C'est vraiment totalement accessible. Comment est-ce qu'on vous voit? Comment est-ce qu'on vous retrouve sur scène? Je l'ai dit, c'est au Poche Montparnasse. On peut rappeler les jours où vous êtes sur scène? Alors maintenant, c'est les lundis. Les lundis. À 21h. On a fait toute une série les week-ends, après les dimanches. Et maintenant, c'est les lundis à 21h jusqu'à fin mai. Jusqu'à, oui, à peu près mi-mai. Et on se dépêche d'aller vous voir dans Le bonheur conjugal de Léon Tolstoï. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était un vrai bonheur de vous recevoir dans l'émission. Et on passe tout de suite à la rubrique Conso. À la pompe, les franciliens s'affolent, les prix explosent et non sans raison. En toile de fond, vous le savez, un contexte géopolitique extrêmement tendu au Moyen-Orient avec des menaces répétées de perturbations, voire de blocage du détroit d'Ormuz. Un passage stratégique qui voit transiter quand même près d'1/5 du pétrole mondial. Résultat, les marchés s'affolent, les cours du brut repartent à la hausse et à la pompe, la facture grimpe. Et c'est encore plus vrai à Paris et en Ile-de-France. On va en parler avec vous, Grégory Carré. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation pour UFC Que Choisir. À Paris et en petite couronne, il y a certains carburants qui ont dépassé la barre fatidique des 2 €. C'est vrai que ça commence à faire très mal quand on passe à la pompe. Oui, alors ça a dépassé les 2 € quasiment partout en France en fait. Pour l'essence, on est en moyenne à plus de 2 € depuis maintenant plusieurs semaines. Et alors pour le diesel, les malheureux qui roulent au diesel, c'est encore pire. On est en moyenne à 2,30 € et la semaine dernière, on a atteint quand même 2,40 € à un moment donné. Ça veut dire une hausse, pour vous donner des chiffres, ça fait une hausse de plus de 50 centimes en moyenne par litre. Pour quelqu'un qui met 1000 litres de diesel ou d'essence dans l'année dans sa voiture, surtout du diesel, 50 centimes de hausse, c'est 500 € là, que si ça perdure, si ça dure sur un an, c'est 500 € La qu'il va facture falloir va être trouver. très salée. Et on sait déjà que le pouvoir d'achat des ménages est contracté, donc ça s'ajoute à un contexte qui n'est déjà pas florissant. Oui. On était toujours en train de... Enfin, le consommateur était toujours en train d'adapter son panier de dépenses à l'inflation 2022-2023. 2024, c'était les services. On pensait que c'était derrière... Ça allait être derrière nous, mais non. Parce qu'en fait, les prix n'ont jamais diminué. Ils ont arrêté d'augmenter. Ils ont arrêté d'augmenter. Mais ils sont restés à des niveaux très, très élevés. Oui. Et ça, c'est la conséquence directe de la situation au Moyen-Orient, de ce conflit en Iran. Oui, c'est l'étincelle. Et puis après, il y a toute une suite qui se met en route. Il y a une sorte de réaction en chaîne aussi. Oui, il y a une réaction en chaîne. Alors, la première cause, effectivement, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc, ça veut dire qu'un certain nombre d'hydrocarbures, le gaz est concerné aussi, mais ne peut plus sortir dessus. Donc, ça crée une petite pénurie d'offres. La demande, elle ne fléchit pas. Et puis, donc, les marchés financiers qui sont supposés... Quand il y a plus de demandes que d'offres, ça va réguler. Et puis, arrivent aussi des gens sur les marchés financiers qui viennent spéculer. Et ça vient renforcer ce phénomène. Donc, c'est quoi, en fait? On a peur que les prix continuent à augmenter. Donc, on a des comportements sur le marché qui ne sont pas positifs pour les prix? Alors, non, si vous êtes investisseur, vous anticipez ce qui va se passer. Et donc, vous achetez d'énormes volumes. D'accord. Et vous dites, là, je pense qu'il va augmenter peut-être encore un petit peu dans les minutes à venir, parce que ça joue maintenant avec des algorithmes en microfinance. Je dis, je vais en acheter beaucoup. Et puis, je vais anticiper que ça va augmenter. Le fait que vous achetiez, ça le fait monter en plus. Voilà. Et du coup, vous allez le revendre comme ça, et vous avez déjà encaissé ça. Ce que vous avez encaissé, vous le remettez, puis vous faites comme ça, vous répétez l'opération. Donc c'est vraiment le principe de la spéculation. Ah oui, voilà, c'est-à-dire qu'à l'origine, les marchés financiers étaient pour fluidifier l'économie, pour dire, à un moment donné, il y a une pénurie d'offres, donc on va donner des moyens aux gens d'investir pour augmenter l'offre. C'est plus du tout, là, c'est plus du tout ce qui se passe, c'est détourné, certains s'enrichissent. Ça, c'est le premier marché, on parle du brut. À partir du brut, vous faites soit de l'essence, soit du diesel. Oui. Le problème, c'est qu'en France, on ne produit pas assez de diesel, on consomme beaucoup de diesel. Donc le diesel, on va l'acheter à l'extérieur, on va aller dans un second marché financier. Donc on est dépendant d'un second marché. Qui est le marché de Rotterdam, et il se passe un peu la même chose, ça spécule, et donc le diesel s'enflamme. Et c'est l'explication, c'est ce qui vient expliquer que le diesel, par exemple, a beaucoup augmenté, beaucoup plus que l'essence, parce que l'essence, elle est produite localement. Okay. Donc il y a un petit peu moins de marge, on va dire, qui va se faire dessus. Et puis après, dessus, on va greffer des taxes. Il y a des taxes qui sont fixes, puis il y a des taxes qui sont proportionnelles. Faut savoir qu'il y a une TVA, par exemple. Si le brut augmente, si les marges augmentent, la TVA va augmenter. Voilà. Et donc tout ça, ça fait plus de recettes pour l'État? Alors non, en fait, ça fait plus de recettes par litre.
Mais je pense qu'il va se vendre beaucoup moins de litres parce que les gens sont vraiment en train de faire très attention, de se serrer la ceinture. Et donc l'État ne va pas s'y retrouver parce qu'en plus, quand vous avez besoin de payer votre plein quasiment 80-90 €, ça va être au détriment d'autres pans de la consommation. Bien sûr. Donc il y a d'autres secteurs qui vont en pâtir. Et puis l'État, c'est au niveau des recettes de TVA, en fin d'année, il va se dire en fait, je ne suis pas du tout à ce que j'avais projeté. D'ailleurs, on commence à avoir les premiers signaux. Le ministre du Budget a dit je pense que la croissance va avoir besoin d'être révisée. Donc, on va revoir l'inflation en disant qu'elle va être plus élevée. On va revoir la croissance en disant qu'elle sera pas... Donc, des conséquences en cascade. Oui, en chaîne. Cascade, et voilà, conséquences en chaîne. À ceux qui disent non, mais c'est inadmissible, l'État continue à s'enrichir en se rémunérant sur cette crise énergétique. Alors, il faut trouver une solution. Il faut que l'État propose des aides aux consommateurs. Alors, il y a deux sons de cloche. Un, je ne pense pas qu'au final, l'État va s'enrichir en 2023. À la fin de l'année, c'était Bruno Le Maire à l'époque, vous vous souvenez peut-être, mais le budget était complètement déficitaire. Le déficit s'était aggravé par rapport aux prédictions, notamment parce que les recettes de TVA n'étaient pas au rendez-vous. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aider les consommateurs. Je pense qu'il y a besoin d'aider les consommateurs, peut-être de mieux cibler par rapport à ce qu'on a fait par le passé, parce que si la consommation se compresse, tout le monde va en pâtir. Et voilà, tous les secteurs de l'économie vont en pâtir. Mais ça serait quoi l'équivalent d'un chèque énergie ? Alors, je pense que le chèque énergie, effectivement, est ce qui... mais c'est pas vraiment ce qui est pressenti. Mais oui, j'ai pas l'impression que ça soit sur le haut de la pile. Il y a une petite mécanique qui est envisagée, mais qui est un peu une usine à gaz, pas simple à produire. Ça va parler peut-être de plafonnement. En fait, c'est plutôt l'idée de plafonner les hausses. C'est-à-dire que pour pas que la hausse soit aussi violente à la pompe comme elle l'a été, parce qu'il y a quand même des questions à se poser. Hein. Il y a un phénomène qu'on appelle fusée-plume qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il y a le brut qui commence à augmenter, les prix à la pompe augmentent à la vitesse d'une fusée. Et quand il y a une accalmie au niveau des marchés financiers... Elle descend pas, c'est ça ? Elle descend à la vitesse d'une plume. Donc, et ce phénomène, on l'a observé. Donc c'est quoi ? C'est des jeux d'affichage de prix par les marques qui distribuent ? Voilà. En fait, quand il y a eu les premiers bombardements sur l'Iran, la bourse était fermée le dimanche et les prix à la pompe commençaient déjà d'augmenter. Et le lundi, la hausse avait été très violente. Donc on anticipe déjà à la pompe que ça pourrait augmenter. Et depuis le 1er avril, il y a une petite accalmie modeste sur les marchés de l'achat du brut. Là, en revanche, on a tardé, on a mis quasiment une semaine à voir les premiers effets à la pompe. On a vu les premiers effets à la pompe le lendemain de l'annonce du cessez-le-feu. Tout à fait. Mais en fait, ça faisait plus de 10 jours que le prix du brut commençait à diminuer. Effectivement diminué. Voilà. Donc là, ils prennent un petit peu plus de temps pour le répercuter. Maintenant, attention, on ne va pas dire qu'ils s'enrichissent, hein, la marge réalisée par les... Mais il y a quand même une concurrence importante entre les distributeurs. Ah oui, alors un peu déloyale, parce qu'il y en a un moi, j'ai écouté des grands patrons d'enseigne qui disaient non, mais nous, on surveille ce que fait celui d'à côté, on baisse de 2 centimes, puis on monte, puis on... Oui, alors, alors les consommateurs doivent bien le savoir. Nous, on fait des classements assez régulièrement et des palmarès, et notamment... C'est qui les bons élèves, je note. Non, alors, les bons élèves... qui est le moins cher ? Qui est le moins cher ? Alors, très nettement, c'est Total. Aujourd'hui, c'est Total, que ce soit les Total Access ou les Total, parce que Total, il faut savoir que c'est un extracteur d'hydrocarbures, un transformateur, ils ne sont pas que distributeurs. Voilà, et donc sa marge, en ce moment, parce que ça ne coûte pas plus cher de produire du pétrole, d'extraire du pétrole, pour ceux qui peuvent l'extraire, hein, ceux qui sont au Moyen-Orient ne peuvent pas le vendre, mais pour les autres, en ce moment, vous le vendez beaucoup plus cher. Et puis ceux qui raffinent, en ce moment, le raffinage, ça se vend aussi beaucoup mieux. Et là, on parle d'une troisième activité qui est la distribution. La distribution, c'est le travail du pompiste. Lui, il achète le produit déjà raffiné. Donc, il l'achète au prix du marché qui est en train de s'envoler. Il dit, je vais essayer d'amortir peut-être mes coûts et de faire ce que... Et puis, alors, en plus, il y a le client qui est en train de vitupérer en ce moment. Il se fait un peu taper sur les doigts. Il n'est pas complètement responsable. Donc, lui, il dit, moi, je mets 5, 10 centimes. Mais pour Total, Total peut dire, moi, sur la distribution, je ne vais pas mettre de marge. De toute façon, il les a déjà faites au raffinage et à l'extraction. Donc, en plus, vous donnez une belle image. Vous assommez un peu la concurrence, donc vous allez asseoir une position dominante et puis vous perdez absolument pas d'argent en ce moment parce que vous vous êtes largement fait déjà pas mal d'argent dans les 2 premières phases dont on a parlé. Est-ce que c'est un effet d'optique ou est-ce que c'est vrai que c'est plus cher de faire son plein à Paris et en Ile-de-France? On a toujours l'impression, est-ce que c'est parce que c'est des zones captives? Est-ce que c'est parce que le prix du foncier est hors de prix à Paris et en petite couronne? L'impression que c'est plus cher. Alors, oui, de toute façon, faire son plein à Paris, il reste
pas beaucoup de pompes et effectivement, elles sont hors de prix. D'ailleurs, là, je voyais, elles sont... Ah, mais dans le centre de Paris, c'est incroyable. Mais elles ne sont même plus ouvertes, certaines. Ah, d'accord. Elles arrêtent de distribuer parce que là, je ne sais pas à combien elles seraient. Mais de toute façon, tout est beaucoup plus cher à Paris. On fait des enquêtes sur les supermarchés, c'est beaucoup plus cher à Paris. Vous étiez d'ailleurs déjà venu nous en parler. C'est pas des supermarchés, c'est des petits supermarchés, voilà, des supérettes. C'est plus cher pour l'assurance, c'est plus cher pour la mutuelle de santé, c'est plus cher. Alors pour le mètre carré, on n'en parle même pas. Effectivement, la vie est plus chère. Les revenus, pour certains, pas pour tout le monde, mais le revenu moyen est quand même plus élevé à Paris. Et puis bon, en Ile-de-France, il y a beaucoup de gens qui ont déjà, beaucoup de gens ne circulent pas en voiture. Il y a la plupart des Parisiens n'ont plus de voiture. Et puis ceux qui ont une voiture, je ne suis pas sûr qu'ils payent eux-mêmes l'essence. Je pense qu'il y a beaucoup de voitures de fonction, donc ils le subissent pas. Donc la consommation est elle aussi différente. En revanche, pour les Franciliens qui ont beaucoup besoin d'utiliser leur voiture et qui font des... Voilà, Paris, vous pouvez vous passer de la voiture, vous pouvez circuler avec les transports en commun. Quand on habite en région, c'est plus compliqué. En région, c'est pas du tout, c'est quasiment impossible dans la plupart des régions. En Ile-de-France, on a un maillage de transport qui est quand même... Il n'est pas parfait en Ile-de-France. Malgré tout, il est en train d'avoir un surcroît d'intérêt pour les consommateurs parce que les gens se rendent compte que ça n'a jamais été aussi rentable de prendre un pass Navigo, voilà, alors que lui aussi a augmenté. Voilà, mais alors eux, ils disent, en revanche, il passe plus de temps dans les transports, c'est peut-être moins confortable que sa voiture. Et encore, c'est pas forcément très confortable de rouler en Ile-de-France. Les gens qui nous regardent doivent bien le savoir. Vous pensez au périphérique? Au périphérique, en dehors du périphérique, partout. Enfin voilà. Merci beaucoup. C'est une aventure de rouler dans la région. C'est une aventure et surtout en ce moment. Merci beaucoup Grégory Carré de nous avoir si bien éclairé sur ce sujet des prix à la pompe. Maintenant, vous avez des recommandations et des bons conseils pour passer cette période compliquée. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain dans l'émission et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.